Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos lectures actuelles ou passées, ou je sais pas, un grand moment de lecture que vous avez eu. Je suis toujours très curieuse de lire ça. Je vais vous présenter les 5 lectures, les 5 dernières lectures, et je vais commencer par deux d'entre elles parce qu'elles ont un point commun. Elles parlent toutes les deux de la mafia japonaise des Yakuza. Donc il y a le livre de Odile Bouillet et Thierry Marx, On ne meurt pas la bouche pleine de Pocket, c'est un thriller. Et il y a Laure Anne Braun chez Livresse Édition Anafuda. Donc leur seul point commun c'est ça, c'est les Yakuza. On va s'arrêter là parce que le reste il n'y a pas de point commun. Le seul petite curiosité que j'ai, c'est pourquoi ce livre est classifié en contemporain, que j'aurais mis ça en thriller pour le coup. Je vous en reparle juste après, mais c'est la seule question que je me suis posée. Donc, pour ce roman-là, je l'ai gagné dans le cadre de la masse critique Babelio. Et comment je vais vous expliquer ça? Fiez-vous pas trop au résumé, parce que moi, pour le coup, j'étais un petit peu, voilà, un petit peu, pas déçue, mais perdue, dans le sens où on nous promet une enquête au 36 quai des Orfèvres avec un homologue japonais. Et sauf que c'est pas du tout ce qui se passe. On va rencontrer le commandant Achille Siméo, qui a ses méthodes à lui, qui est un fin limier, reconnu dans le milieu, etc. Et qu'on va écarter gentiment de l'affaire en cours parce que il dérange un peu beaucoup. Et j'ai beaucoup aimé ce personnage, très touchant. J'aurais peut-être aimé un petit peu plus de lui, peut-être. Et en parallèle, en fait, il va se passer que des morts assez anodines, enfin naturelles en apparence, vont se produire sur des personnes japonaises, notamment des Yakuza, qui vont se révéler être tous dans le milieu du Yakuza. Hein. C'est pas un spoiler ce que je dis. Hein. Et le truc, c'est que ça se passe aussi bien en France qu'au Japon. Et que à un moment donné, comme on va pas laisser faire l'inspecteur pour son enquête dessus, parce que lui il va sentir qu'il y a quelque chose de pas net, pour tout le monde c'est des morts naturelles, mais lui il dit non, c'est pas des morts naturelles, et beaucoup vont le dire au final. Et du coup on va plus ou moins le pousser gentiment à prendre des vacances, enfin lui il va profiter du fait qu'on va le pousser vers la sortir pour prendre des vacances, et il va mener son enquête au Japon, l'air de rien en tant que touriste, et il va rencontrer un homologue japonais. Et c'est là où on nous promet des méthodes très différentes de travail, et c'est là où j'ai envie de dire pas tant que ça. C'est là que je suis pas très d'accord avec le résumé, c'est pas comme ça que je l'ai ressenti en tout cas. Le truc c'est que j'ai eu l'impression que les deux enquêteurs étaient comme frères jumeaux. Ils avaient la même personnalité, le même type de femme, la même vision des choses, le même côté solitaire dans leurs enquêtes. De ce point de vue-là, j'étais un peu, voilà, un peu, ouais, enfin tu m'as promis autre chose quoi. Et aussi sur la manière d'enquêter, elle n'est pas tout à fait identique, elle est identique sans être identique. La différence, c'est le matériel qu'ils utilisent, la différence, c'est aussi au niveau de la hiérarchie. Aussi bien en France qu'au Japon, la hiérarchie dépend un peu des hautes sphères, soyons honnêtes. La différence, c'est qui est au poste qui est placé sur les postes les plus élevés. C'est là où c'est différent. On l'explique très bien là-dessus. Franchement, j'ai été vraiment surprise d'en apprendre autant sur la hiérarchie dans le milieu de la police japonaise, parce que ça, c'est un truc qu'on ne voit pas souvent. On sent les recherches d'ailleurs. D'ailleurs, elle précise même à un moment donné, enfin au tout début du livre, elle précise que les personnages sont fictifs et surtout qu'il y a un lieu qu'elle exploite à un moment donné qui est complètement fictif au Japon. Ça aussi c'est pas mal parce que du coup celui qui veut découvrir en même temps la culture japonaise, au moins il n'est pas perdu, on lui raconte pas, on lui promet pas n'importe quoi. Après, les meurtres sont particulièrement subtils pour la plupart, puisqu'on utilise la cuisine moléculaire. Et à côté de ça, il y a un meurtre quand même qui était quand même vachement dur à lire. En fait, c'est entre la poésie et le glauque sanglant de mes puissances, mais bien. Donc si vous n'aimez pas le sanglant, il y aura une scène peut-être à sauter. Voilà, quelques pages où il est question de couteau, on va dire. J'en dirai pas plus, mais cette scène a été vachement dure à lire. Je l'ai lu quand même parce que justement l'écriture a ce côté voilà, qui te dit lis jusqu'au bout. Même si tu ne veux pas, lis jusqu'au bout. Donc j'ai lu, mais je me dis heureusement que tu n'avais pas mangé avant. La cuisine moléculaire est quelque chose de très fascinant, c'est pas pour rien que je travaille avec Thierry Marx. J'ai appris énormément sur l'évolution de cette cuisine.
parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, dont on parle pas à la télé, et ce serait peut-être bien d'en parler d'ailleurs, parce que c'est peut-être nos futurs modes de consommation. Enfin, ça je dis rien. Enfin, si vous pouvez éviter leur façon de faire à eux là-dedans, ce serait bien. Mais je tiens la vie quand même, hein, on va dire ça. Mais sinon voilà, dans l'ensemble c'est un bon roman, c'est bien écrit, c'est bien expliqué, tout est très explicite, il n'y a pas à chercher midi à 14h. Les scènes se passent très très rapidement, je dirais à un moment une scène où je m'attendais à quelque chose de voilà, de rentre dedans, de... Non. Du coup je sais pas si je suis contente d'avoir été prise au dépourvu ou pas, je suis partagée. Mais ça reste une lecture sympa, mais après c'est un thriller, et moi les thrillers, soit je suis prise vraiment par surprise positivement, et là ce sera un bon, soit bah... Et là j'ai fait ça parce qu'en fait, dès que le coupable entre en scène, on sait pas que c'est le coupable, mais moi j'ai fait, c'est lui. Quand je dis lui, c'est aussi bien un homme qu'une femme, hein. Je dis rien sur le coupable en question. Mais ça m'a pas étonné du tout d'apprendre qui est le coupable. Et en plus, par contre, gros bonus, la fin qui est très très surprenante quand même, parce qu'au final elle est plus ou moins ouverte. On sait pas trop, l'autrice se contredit volontairement ou pas, je sais pas, mais... Bref, j'aime beaucoup la couverture aussi. Je trouve qu'après avoir lu le résumé, enfin le roman, je trouve que la couverture va très bien avec l'idée. Ensuite, donc on retombe sur Hanafuda, toujours dans le milieu des mafieux japonais. Et alors j'ai la réponse à la question que je posais, pourquoi c'est bien contemporain, parce que c'est tout simplement la collection contemporaine de la maison d'édition. Je suis un peu surprise, mais bref, pourquoi pas. Je suis assez étonnée d'ailleurs. Enfin, j'ai du mal à me remettre du fait que ce soit en contemporain. Après, oui, peut-être parce que c'est la vie. C'est un personnage c'est Oshino, donc le jeune homme dont il est question ici, qui raconte sa vie en tant que yakuza. Enfin, même pas seulement en tant que yakuza, c'est depuis qu'il a 6 ans en fait, depuis qu'il est tout petit. Et du coup, c'est assez fascinant dans le sens où on voit comment il rentre dans le milieu des yakuza. Pourquoi est-ce qu'il y rentre? Parce que lui, il y rentre pas pour les mêmes raisons que tout le monde. Et, sa trajectoire, comment il va vivre tout ça, c'est assez fascinant. Je pense pas que ce soit le cas de tous les yakuza, parce qu'il explique bien que lui, il est à part, que c'est pas le cas de tous les yakuza. Lui, il a grandi, ses parents ont été assassinés. Donc ça, c'est pas un spoiler, hein. Ses parents ont été assassinés par les yakuza. Et il va être élevé dans un premier temps par un couple grec. Ça j'ai adoré. Je trouvais ça bien d'avoir mis un couple grec pour élever un petit japonais aux États-Unis. Pourquoi pas? C'était fun. Après, voilà, il joue les petits caïds et c'est sa façon de se protéger. J'ai trouvé ça justement bien écrit dans le sens où on comprend très très rapidement que c'est un gamin qui en apparence c'est peut-être d'une violence assez incroyable, mais que dans le fond il y a toujours cette blessure du passé qu'il a et qui le suit à la trace, quoi. Et pas qu'un peu. Il y a aussi quelque chose d'atypique, c'est que les questions d'homosexualité dedans, ce qui, surtout dans le milieu des yakuza, c'est pas super bien vu. Mais c'est bien traité aussi, j'ai trouvé ça très très beau. Enfin très très beau. Enfin très bien fait, on va pas dire beau, hein, parce que bon, ça reste des yakuza aussi. Et justement, au tout début, ce que l'autrice nous met, et c'est là où je pense qu'elle, pour le coup, doit parler japonais, je pense, ou alors elle a fait de sacrées recherches, mais pour aller jusque-là, il faut y aller. Le code de Gokudo. Donc le Gokudo, c'est le code d'honneur des yakuza. Donc il y en a 9, hein, qui sont assez paradoxales par rapport à ce qu'ils font. Et à chaque titre de chapitre, il y a la traduction en japonais. Et j'ai vérifié sur internet à chaque fois, j'ai tapé traduction et voilà, j'ai vérifié. Donc c'est bien les traductions, c'est bien... voilà. En plus, il y a des passages, des dialogues en japonais, quelques mots en japonais par-ci par-là. C'est vachement bien fait de ce point de vue-là. On est vraiment immergé là-dedans, dans les yakuza des États-Unis. Donc c'est chouette, c'est pas non plus... Voilà, je le relirai, je pense, quand même par curiosité. Mais c'est pas non plus transcendant. Mais je préfère celui-là quand même à l'autre, voilà. Me demandez pas pourquoi, je sais pas. J'ai préféré celui-là. Peut-être parce qu'il y a ce côté... peut-être la fin aussi. La fin. Je dis pas ce qui se passe, mais la fin m'a pas mal étonnée. Andrea Deslac, La fièvre de l'or rouge chez Hydralune, c'est une nouvelle qu'elle m'a offert gentiment aux Aliénales. Alors ça se passe dans le même monde que Evan Forest, mais pas dans la même ville.
puisque là on se retrouve dans un univers très Far West, très cow-boy, où il fait super chaud avec plein de moustiques, que j'aurais détesté ce monde, parce que je n'aime pas la chaleur et je n'aime pas les moustiques. Mais ça, je pense que pour les moustiques, on sera tous d'accord. Et en plus, j'adore le nom de la ville, Blood Mosquito. Hein, voilà, il y avait qu'André Dessac pour le faire. Ça, franchement, ça, j'ai adoré. Je pense qu'Andrea Dessac s'est profondément éclatée à l'écrire pour le coup. Après Even Forest, où elle a dû passer un temps dingue, quand je sais sa méthode de travail, quand je vois aussi le génie que c'est, ça, à mon avis, c'était son petit défouloir où elle l'a écrit en se faisant plaisir, quoi. Et ça se ressent, parce que du coup, pour le coup, c'est des lectures sans prise de tête. Il faut quand même un peu voilà, suivre quand même, parce qu'il y a quand même... En fait, c'est des mineurs, il y a une mine. Les mineurs, ils veulent y chercher pas leur rouge, la fièvre, enfin leur rouge, quoi. Et en fait, ils veulent à la base utiliser des esclaves qui font... C'est un peuple indigène qui s'appelle les Titanes, si je me trompe bien. Donc c'est des êtres de métal, des êtres humains, mais en métal. Et eux, ils vont plus le vouloir, ils vont se rebeller, ils vont plus le faire, sauf une qui va finalement accepter de les guider. Sauf qu'il y a le frère de Alistair qui va disparaître, Alistair va vouloir le retrouver et il va faire appel à un cowboy qui s'appelle Fox, que j'ai adoré. Mais Fox, mais... Voilà. Le personnage féminin est badass, comme d'habitude avec Audrey Dessac, faut pas s'attendre à autre chose. Et surtout, j'ai profondément aimé la fin, parce que la fin est peut-être pas comme on l'attend. Enfin, de toute façon, dans la Dessac, faut pas s'attendre à une fin quelconque, parce qu'on sera toujours pris au dépourvu. Mais j'ai beaucoup aimé la poésie, surtout dont il a fait preuve. La créature qu'elle a utilisée aussi. Je n'en dis pas plus, mais ouais, j'ai beaucoup aimé. Je préfère quand même Even Forest, mais bon, après, voilà, l'épaisseur est pas tout à fait la même. Mais j'ai passé un chouette moment, quoi. Ensuite, Le Soleil des Hommes, tome 2, Jusqu'au ciel, toujours chez Dralu, de Julie Limoges. J'avais lu le tome 1 et je suis longue pour ces livres-là. Donc le prochain Julie Limoges, je mettrai encore 2-3 semaines pour le lire, mais c'est pas grave. C'est le temps d'ingurgiter les informations. J'ai lu un peu plus rapidement, je pense, ce tome-là. C'est assez normal parce qu'en fait, j'ai trouvé plus... Comment dirais-je? J'ai l'impression de rentrer dans le vif du sujet. Je pense que le tome 1 était un tome introductif pour présenter l'univers, les personnages et tout ça. Là, maintenant, on rentre dans le vif du sujet et ça se ressent. Les questions que je me posais autour de Aquila, autour des sangs rouges, j'ai eu une grosse partie des réponses, même si pour Aquila, je suis sûre qu'on n'a pas tout encore. Je suis bien curieuse de ce que va nous pondre prochainement Julie Limoges, enfin prochainement, quand Tome 3 sortira. Et pour Ekam, je suis curieuse de savoir ce que monsieur cache, parce qu'il cache quelque chose. D'ailleurs, c'est justement une discussion qu'il a avec Aquila à un moment donné qui m'a fait lire plus vite le livre en fait. Il claque quelque chose à la tête d'une sang rouge, je ne sais plus qui, et je me dis, je veux savoir. Voilà, je veux savoir. Pour ce qui est de Enki, je savais déjà que c'était une horreur ce type, mais alors là, mais il a dépassé les... J'ai juste une requête, Julie Limoges, si vous passez par là, et c'est possible que Aquila, il ait un peu moins de poisse, s'il vous plaît. Parce que le pauvre. Moi, psychologiquement, ça me rassurait jusqu'à maintenant en me disant, il y a pire que moi. Même si c'était un personnage de fiction, mais il y a pire que moi. Et maintenant, je me suis dit, mais le pauvre, j'aurais été à sa place, je me serais suicidée. On aurait gagné du temps, voilà. Et lui, non. Enfin, en même temps, il n'est pas tout à fait normal, ce type, quand même. Hein. Mais ouais, Aquila, ça reste mon chouchou. Voilà, je l'aime de tout mon cœur. Si vous pouviez le laisser un peu tranquille. Mais je pense que je rêve en plein jour. J'aime beaucoup la gamine qui présente Niall. J'aime beaucoup ce personnage. Je suis curieuse d'en savoir plus aussi sur elle. Sur les sangs rouges aussi. Sur les autres villes dont il parle. Il parle de pas mal de villes dedans. Je serais curieuse de découvrir ces autres villes-là. De savoir comment ils fonctionnent, etc. Ce serait sympa. Et voilà. J'ai adoré ce titre-là. Et Dan, par contre, on m'a un petit chouïa déçu, même s'il se reprend à la fin, mais voilà, il m'a un tout petit chouïa déçu en termes de comportement. Heureusement que Vaten est là. Sans elle, je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus de morts que ça. Enfin bref. Donc oui, j'ai passé un excellent moment. Et enfin, je vais vous présenter un livre. Alors là, je vous jure que ce livre, c'est la grosse claque. Dans tous les sens du terme, pour le coup, aussi bien j'ai apprécié cette lecture, mais pas facile à lire, je vous le dis d'office.
Et surtout que cette lecture m'a fait réaliser un truc que j'ai vécu il y a près de... Enfin même pas près, c'est que j'ai vécu ça il y a 10 ans. Enfin j'ai failli le vivre. Moi j'en ai réchappé parce que j'ai un besoin de liberté assez incroyable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas me dire fais ci ou fais ça ou machin. Moi ça ne marche pas. Qu'un homme m'oblige à faire ce qu'il veut, non. Moi c'est non. C'est peut-être pour ça que je suis toujours célibataire. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Ça s'appelle Cœur Vintage de Cécile Guillaume, éditions du Chat Noir. Alors je pense qu'avec ce que je viens de dire, je vous en ai déjà trop dit sur ce livre. Quand vous voyez la couverture, quand vous voyez le résumé qui nous parle d'une relation amoureuse, on se dit, moi c'est trop mignon. C'est une romance toute mignonne quoi. Lecture sans prise de tête. J'avais d'ailleurs hésité à l'acheter quand j'avais vu le résumé. Et je me suis dit, mais... Au début je pensais pas l'acheter et arrivé sur les Aliénales en fait, j'aime tellement Cécile Guillaume que j'ai dit, oh vas-y achète-le. Tu verras, tu jugeras après achat. Je l'ai acheté, je l'ai lu, en me disant, oh, une petite lecture sympa du soir comme ça. Oui, tu parles. Donc on suit une jeune fille qui s'appelle Mina, qui porte des vêtements vintage. C'est à cause d'elle d'ailleurs que je vais mettre à emporter. Je jure que c'est vrai, j'ai une tenue que j'ai achetée en vintage. J'ai découvert une boutique vintage pas loin de chez moi que je ne connaissais pas. Je suis totalement sous le charme de cette boutique. Et d'ailleurs, franchement, c'est fascinant. De lire les tenues, les descriptifs de la mode des années 50 dedans, on sent que l'autrice s'y connaît. On le sent vraiment. Ça donne juste envie d'en porter. Et je jure, pour l'avoir essayé une tenue vintage, que c'est super méga confortable. À toutes celles qui n'osent pas, dites-vous que c'est confortable. Après, il faut trouver en fonction de votre silhouette. Et ça, il faut demander conseil aux vendeurs professionnels. Je vous jure que c'est vrai. Mais revenons-en à nos moutons. À notre livre. Donc j'ai lu en me disant au début, ouais c'est sympa, c'est mignon, mais ça va bien 5 minutes, la gamine, voilà, elle est très différente des autres, c'est un peu la fille super jolie, un peu Audrey Hepburn quoi. Ça m'a fait penser à Audrey Hepburn d'ailleurs. Et en fait elle va sortir avec le mec le plus populaire du lycée, qui s'appelle Logan. J'en dis pas plus, mais disons que moi je m'attendais à une romance où je pensais m'ennuyer. Honnêtement, à un moment donné, je pensais m'ennuyer. Et je pense qu'elle l'a fait volontairement parce qu'au moment où on pense s'ennuyer, et ben s'ennuie plus du tout. Il y a juste une première phrase de Logan et je me dis ma cocotte te laisse pas faire. Et moi je me serais déjà barrée. Mais après je me suis rappelé que c'est une adolescente qui n'a jamais vécu de réelle histoire d'amour, que c'est ses premières fois, qu'elle profite, que voilà. Et je ne dirai pas ce qui se passe, mais sachez que c'est violent, que ça dénonce des tas de choses dont on parle actuellement, que ce roman est juste une obligation à lire, même si c'est violent, même si vous ne voulez pas lire ce genre de choses, lisez-le. Je dis pas de quoi ça parle, mais moi je sais que j'ai failli vivre ce genre de choses. J'ai eu le droit à ce genre à certaines remarques, j'ai eu le droit à certaines choses, je sais que c'est violent. Moi j'ai même percuté en fait. Comme je me suis barrée au bout d'une semaine et demie parce que je supportais pas qu'on me dise tu coupes pas tes cheveux, tu t'habilles comme si, tu n'as pas le droit de faire ci, machin. J'en dis trop, mais c'est vraiment le genre d'homme qui va avoir la main mise sur elle. J'en dis pas trop, j'en ai déjà trop dit, je suis désolée, hein, mais c'est ouais, c'est une relève. Je peux pas en dire trop, j'ai envie de vous en dire plus, en même temps je peux pas, ça m'énerve. Bon, je pense que vous avez compris la thématique quand même, mais voilà, ce roman m'a bousculé, m'a réveillée aussi, parce qu'au final, mettre 10 ans à se rendre compte, c'est quand même long. J'en ai parlé avec Cécile Guillaume en message privé, parce que j'ai besoin de lui parler après. Après avoir lu un roman, généralement, je ne donne pas mon avis aux auteurs, je le fais en même temps que la chronique est publiée en fait. Et là, pour le coup, j'ai besoin de lui dire merci, parce que, ok, elle est violente, ok, elle fait pas forcément que du bien psychologiquement, et en même temps, elle m'a fait du bien parce que c'est depuis que j'accepte de me dire je suis une femme, j'ai le droit d'être une femme, j'ai le droit de m'habiller comme une femme. Enfin, pas comme une femme parce que je suis, mais je me redécouvre. Et ça fait du bien, donc je ne sais même pas comment la remercier. Si Cécile Guillaume, vous passez par là, merci encore infiniment pour ce livre qui peut être court, mais vraiment qui a de l'importance à faire lire à tous ces messieurs. Ça leur mettra du plomb dans la tête pour les crétins qui se comportent comme ça, et à tous les autres qui sont géniaux aussi, parce qu'il y en a. La preuve dedans, il y en a un, Troy, Troy, j'ai juste adoré. Enfin non, c'est pas Troy, c'est le meilleur ami de Mina, j'ai oublié son nom. Ah, j'ai oublié.
Arden, voilà, Arden. J'ai adoré ce personnage, il est trop mignon, j'aurais voulu en avoir plus. Et pour l'histoire, parce que finalement je vous ai pas dit, mais en parallèle de l'histoire de Mina, on est en 1956, Delia qui vit grand amour avec Troy. Une histoire déchirante aussi. C'est deux relations, elles vivent toutes les deux relations complètement différentes, mais qui vont toutes les deux. Enfin, il y en a une pour qui ça va finir mal et l'autre un peu moins bien. Un peu moins violemment, disons. Je sais pas si c'est positif ou. Enfin, si c'est positif pour l'autre, mais. Non, parce que là, quand on a vécu des choses pas sympas. Donc voilà, une chouette lecture, je le recommande puissance 1000. Je sais même pas si je l'ai mis en coup de cœur, parce que pour moi, c'est plus qu'un coup de cœur, c'est une lecture obligatoire. Voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Dites-moi ce que vous avez envie de dire, il n'y a aucun problème, j'ai accepté tout. Et même les critiques si c'est constructif. Et je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Salut!